Je vais demander à Nancy et à Nicolas de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour la dernière session donc, de cet après-midi. Et donc, comme vous le savez, donc la journée Sciences et Musique est organisée par l'IRISA, qui est un laboratoire qui dépend de l'Université de Rennes, du CNRS, de l'INRIA. Et donc, on organise, comme vous l'avez vu, des conférences à cette occasion, des ateliers, des concerts. Mais on a aussi donc un événement annuel depuis la fondation de ces journées, qui est la remise du prix Jeunes chercheurs Sciences et Musique. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce prix ? Ce prix, c'est l'occasion de reconnaître par la communauté scientifique le mérite, les travaux et encourager un jeune chercheur pour des travaux donc justement qui sont à l'intersection de la science et de la musique. Ce qu'on entend par jeunes chercheurs, c'est soit des étudiants de master, soit des doctorants, soit des post-doctorants, voire de jeunes ingénieurs en début de carrière. Et donc, on recherche une contribution scientifique et ou technologique dans le domaine de la musique. Et avec pour mission, dans ces journées Sciences et Musique, de présenter les travaux en question d'une façon qui en plus soit le plus possible accessible au grand public, de façon à intéresser le plus de monde possible. Alors, ce prix, il est également parrainé par l'AFIM, l'Association française d'informatique musicale, qui soutient le prix en tant que société savante scientifique, qui donne sa caution scientifique au prix, si vous voulez, et la Fondation Rennes 1, qui, elle, finance le prix à concurrence de 500 €. Alors, j'ai demandé à Nicolas et Nancy, qui ont été avec moi les co-organisateurs de la mise en place de ce prix, puisque il faut rédiger un appel à candidature, recevoir les candidatures, convoquer un jury, distribuer ces candidatures au préalable au jury pour que chacun puisse évaluer ces candidatures. Donc, on n'est pas trop de trois pour faire ça, sans compter les membres du jury. Et donc, Nancy va vous dire un petit mot sur ce que c'est que l'AFIM, qui est donc un de nos partenaires pour ce prix. Et puis, ensuite, Nicolas nous présentera en quelques mots la Fondation Rennes 1, de façon à ce que vous ayez un petit peu une idée de en quoi consistent ces deux organisations. Et puis ensuite, on aura le plaisir, bien sûr, d'annoncer le prix. Donc, je passe le micro à Nancy. Merci Frédéric. Donc l'AFIM aurait dû être représenté par Julien Rabin, qui s'excuse de son absence, puisqu'il a été retenu. Donc je vais lire un petit texte qu'il m'a transmis. Donc l'AFIM, qui est en fait, qui fut l'association française, mais qui est devenue l'association francophone d'informatique musicale, l'année dernière, est une association qui existe depuis 13 ans et qui a pour but le développement de l'informatique musicale, de ses relations avec les autres disciplines artistiques et scientifiques en France et à l'international. Donc, au travers de différentes actions menées tout au long de l'année, avec le soutien de la Direction générale de la création artistique et de ses adhérents, l'AFIM offre un lieu de rencontre et d'échange aux personnes dont les travaux convoquent informatique et musique, que ce soit dans le cadre de recherches fondamentales en informatique, dans le domaine de l'acoustique ou du traitement du signal, des sciences humaines comme la musicologie, lorsqu'elle emploie l'informatique comme aide à l'analyse, ou étudie des œuvres produites avec des outils d'informatique, et de nombreux autres domaines, comme en témoigne d'ailleurs, je peux en témoigner aussi, pas seulement Julien, de la variété des candidatures reçues au prix qui couvrent un vaste nombre de disciplines. Donc ce souhait de faire se rencontrer la recherche en informatique musicale sous toutes ses approches, fondamentales, scientifiques, expérimentales et esthétiques, se concrétise au travers de différentes actions tout au long de l'année. Donc ça peut être des projets d'aide à la publication, de financement de groupes de travaux, d'organisation de colloques, etc. Donc la FIM soutient également, il est un petit peu long le texte, je suis désolée, la création et les personnes cherchant à proposer de nouveaux outils de création, en organisant aussi un concours de logiciels libres pour la création musicale. Elle participe à une revue, la revue francophone d'informatique musicale, qui publie des travaux théoriques et expérimentaux. L'ensemble de ces actions se concentre sur un temps fort annuel qui sont les journées d'informatique musicale, qui auront lieu à Paris l'année prochaine du 18 au 20 mai.
et qui sont l'occasion de réunir des chercheurs, des scientifiques, différents acteurs de la vie musicale. Voilà. Donc, dans son désir de promouvoir l'informatique musicale, la FIM accorde notamment une attention toute particulière aux travaux des jeunes chercheurs. Et c'est donc avec plaisir qu'elle s'associe à l'équipe de la journée Sciences et Musique pour participer au jury du prix Jeunes Chercheurs. Donc, si les contraintes de calendrier ont rendu difficile la présence de la FIM aujourd'hui à nos côtés, ses membres souhaitent néanmoins féliciter chaleureusement le lauréat, en lui souhaitant que le prix soit le témoin de nombreux autres travaux tout aussi intéressants et de qualité. En attendant de retrouver ceux qui le souhaitent à Paris pour les journées d'informatique musicale, chaleureuse félicitations à nouveau au nom de la FIM. Et je passe la parole à Nicolas pour représenter la Fondation Rénin. Alors la Fondation Rénin n'a pas pu être là non plus pour des raisons d'agenda, donc je représente principalement donc, sa vice-présidente Sophie Langouet-Prigin. Alors la Fondation Rénin, Progresser, Innover, Entreprendre, est un des outils d'ouverture de l'Université de Rennes vers le monde économique. Elle fonctionne depuis 6 ans grâce à ses partenaires et mécènes. Ils étaient 7 au départ, ils sont maintenant 220, des grands groupes, des PME, des particuliers à soutenir l'Université de Rennes aujourd'hui. Grâce à leur soutien, de nouvelles actions ont été mises en place avec comme objectif de rapprocher l'Université de Rennes des entreprises pour favoriser l'innovation et le développement socio-économique, c'est-à-dire des actions concrètes qui s'inscrivent dans 3 missions prioritaires que sont la valorisation de la recherche, le développement à l'international et l'insertion professionnelle des étudiants. La Fondation Rénin est partenaire de la Journée Sciences et Musique depuis sa création dans le cadre de son action Michel Métivier. Donc voilà, donc les responsables ne sont pas là exceptionnellement. Et en leur nom, je suis heureux de vous remettre ce prix. En tout cas, ils sont heureux de vous remettre ce prix Jeune Chercheur et vous souhaite une belle réussite dans votre carrière. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà un petit peu le contexte de ce prix. Et donc, il faut savoir que ce prix, ça fait, comme je vous le disais, 5 ans que ça existe. Et que, année après année, on a décerné ce prix à des sujets. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais pour vous donner une idée de la variété des thèmes qu'on peut être abordés. Le contrôle gestuel de la voix chantée, la modélisation de l'interaction entre le doigt et la corde chez les harpistes, des travaux sur les représentations et les transformations spatiales mathématiques de séquences musicales, des modèles d'expressivité gestuelle pour la performance musicale assistée par ordinateur, également un prix pour le papier interactif pour la composition musicale. Je ne cite pas tout le monde parce que certaines années, il y a eu des prix qui ont été attribués à 2 candidats, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de la diversité des sujets qui ont pu être reconnus par ce prix au fil des années. Alors, cette année, le lauréat du prix Jeune Chercheur Sciences et Musique 2016 s'appelle Alberto Munoz Aranzon. Alors, je ne suis pas sûr de prononcer correctement son nom, mais je peux vous dire qu'en tout cas, il a été primé pour ses travaux intitulés « Un bec instrumenté pour caractériser le jeu des instruments à hanches simples ». Et donc, avant d'entendre son exposé, je vous propose de l'applaudir et de l'accueillir sur scène pour la remise du prix. Donc, en quelques mots, déjà, bravo, félicitations. On est très content de t'accueillir. Déjà, en quelques mots, pour vous préciser le cursus d'Alberto, il a, après des études supérieures à l'Université Complutense de Madrid, c'est bien ça. Alberto a entrepris un doctorat en acoustique au laboratoire d'acoustique du Mans, à l'université du Maine pour être précis, et sous la codirection de Bruno Gazingel qu'on vient d'entendre, mais également Jean-François Petiot et Jean-Pierre Dalmont. C'est bien ça, il faut m'arrêter si je me trompe. Donc, tu fais également des études au conservatoire, un diplôme d'études musicales, je ne sais pas comment ça s'intitule exactement. Oui, c'est le diplôme de conservatoire en guitare. D'accord. Donc à la fois musicien et scientifique. Donc une très belle illustration de la confluence qu'on peut observer entre ces deux domaines. Nancy tient à ta disposition ce merveilleux diplôme pour marquer l'obtention de ton prix. Et donc encore une fois, l'ensemble
des organisateurs des Journées Sciences et Musique et également tous les parrains du prix te renouvellent nos félicitations pour ces très beaux travaux que tu vas nous présenter maintenant. Et puis bonne continuation. Voilà. Merci. Ok. Ok. Non. Bon, bonjour à tous. Je veux d'abord remercier pour l'attribution de ces prix qui tombent dans la fin de ma thèse. Donc c'est très encourageant dans ce moment où les encouragements font très bien. Et je veux faire cet exercice de vulgarisation de mes travaux de recherche. Donc je veux vous présenter et je veux essayer de les faire les plus intéressants pour vous. Voilà. Donc on commence. D'abord, j'explique un peu mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait ici on explique déjà un peu. J'ai un parcours académique mixte entre l'université en formation physique et le conservatoire en guitare classique. Donc j'étais très très content de découvrir l'acoustique musicale, où c'est un domaine scientifique qui s'occupe par exemple de la modélisation des instruments de physique, etc. Où j'ai commencé à travailler à travers d'un stage, et après j'ai commencé ma thèse. La thèse a lieu au laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, qui a déjà présenté Bruno Gassenzel. Vous pouvez voir le recyclage de diapos. Voilà. Et plus concrètement, je travaille dans le groupe de recherche acoustique musicale, qui est composé par une dizaine de personnes. On travaille sur les voix, les cuivres, les instruments à cordes et les instruments augmentés, avec des activités de recherche, de transfert technologique, ou de dissémination, comme des conférences en public, des concerts, etc. Donc, plus particulièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je travaille sur les instruments simples, dans les voix, saxophone, clarinette, et je travaille qu'est-ce que je travaille? En mesure des paramètres physiques pour classifier les instruments. Voilà. Donc, pour commencer cette présentation, je vais faire une introduction d'abord de la physique des instruments en hanches simples pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, et le contexte un peu de recherche actuelle là-dessus. Je vais vous présenter ce qu'on appelle les becs instrumentés, que c'est un bec avec des capteurs avec lesquels je fais des mesures soit pour caractériser les sons, soit pour la pédagogie. On va parler de tout ça. Donc, pour commencer à expliquer la physique de l'instrument ensemble, je prends par exemple un des musiciens de Ophonius. Vous voyez la publicité subtile que j'ai fait. Pour expliquer la physique de la production de son dans cet instrument, on peut diviser l'instrument en deux parties, l'excitateur et le résonateur. C'est écrit en anglais. Mais bon. Donc, l'excitateur va être composé par l'ange et le bec, qui est la partie qui va interagir avec la bouche du musicien, et le résonateur, qui est le corps de l'instrument. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait l'ange? Voilà, une ange en situation de jeu. Elle va transformer le débit continu du souffle du musicien, le débit d'air continu, à travers de cette action des valves, il va les transformer en oscillation. Quelles sont ces oscillations? C'est les sons produits. Et à quelle fréquence est-ce qu'ont lieu cette oscillation, ces sons? Ça s'est donné par le résonateur. Donc, j'introduis un nouveau concept qui est l'impédance, qui est une fonction qui va nous dire quelles fréquences sont favorisées
quand le débit est converti en son, en acoustique. Donc ici, on peut voir les doigtés d'une note un peu grave sur les saxo soprano. Donc en ré. Donc les fréquences favorisées vont être les pics, donc la note fondamentale, et les harmoniques qui vont donner les timbres. Si on sent les doigtés à une fréquence plus aiguë, on va trouver que notre fondamental va vers des fréquences plus aiguës et la couleur du son change un peu aussi. Voilà. Maintenant, sur la production du son sur ces instruments, je dessinais la pression dans la bouche du musicien, le souffle, et la pression dans les becs, le son qui va être produit. Donc, d'abord, le musicien il commence à souffler, la pression elle monte jusqu'à un maintien où il maintient son souffle constant pour avoir sa note, et quand il arrête de souffler, voilà, la pression tombe. Qu'est-ce que ça fait? Oui, je ne vois pas. Et, le son, il va apparaître à certains moments de cette montée de pression. Ça s'appelle le transitoire d'attaque. Il va y avoir une partie stationnaire et à la fin, le transitoire d'extinction qu'on a dit. Donc, sur cette figure, on peut voir des choses. On peut voir l'allure générale de la curve, que c'est ça que je suis avec les curseurs, l'allure générale. Et on peut voir aussi les oscillations, qui sont tous les petits... Voilà, donc l'allure générale s'appelle l'enveloppe et les oscillations, c'est la fréquence à laquelle on va jouer. Je continue pour dire, une fois qu'on connaît un peu le principe de la physique de cet instrument, où est-ce qu'on fait la recherche là-dessus? Donc, on peut faire des modèles physiques sur les excitateurs, les résonateurs ou la nature des oscillations, la nature du son produit. On peut travailler aussi et chercher des solutions numériques, par exemple, de ces équations de modèles physiques pour synthétiser du son pour la simulation. On peut faire des mesures physiques, c'est ça plus ou moins que c'est fait. Et on peut travailler entre les liens de tout ça avec les musiciens. Soit on peut s'intéresser au geste instrumental, au contrôle de l'instrument, ou à la perception du son, à la qualité de l'instrument, etc. Donc, de quelle problématique plus concrètement je m'occupe? En fait, quand un musicien prend une hanche pour jouer, que c'est ces petites pièces en roseau, il va l'installer sur les becs de l'instrument, là, pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qui se passe quand il achète une boîte au commerce de hanches qui sont dites pareilles? Il trouve que certains sont bons et certains ne sont pas bons. Donc, en m'interrogeant à cette problématique, j'ai fait une enquête par Internet, j'ai presque 400 réponses, qui me disaient que quand un musicien achète une boîte d'anges, il trouve que 20% sont injouables en concert, 2 anges vont aller à la poubelle, ils ne vont pas pouvoir jouer avec ça, et 3 sont très bons pour jouer en concert. Donc maintenant, quand on va voir les collègues saxophonistes, on va savoir que de la boîte de 10, probablement, ils sont restés sur 3 pour pouvoir jouer. Aussi, je demandais aux musiciens quels sont les paramètres, quels sont les critères qui sont en tête quand ils vont juger des sons. Forcément, quand ils vont tester des sons, voir laquelle les plaît plus, ils vont juger ça par rapport à certains critères. Donc j'ai donné une liste de critères et j'ai demandé de classer ça par ordre de préférence. Donc de là, j'ai trouvé que les timbres, la facilité d'émission étaient les meilleurs descripteurs de cette qualité perçue des sons. Aussi, je voyais par exemple que l'aspect, c'était plus ou moins d'accord, qui n'était pas un bon indicateur. Bon. Donc, maintenant, je dis, est-ce que je peux expliquer ces différences entre les sens au travers des mesures physiques? Ça, c'est l'objectif à long terme de ma thèse. Pour ça, j'ai développé les becs instrumentés, qui me permet de faire des mesures, et à travers des modèles et tout ça, estimer des paramètres pour tenter de classifier les sons. Qu'est-ce qu'une richesse de ces dispositifs de mesure? C'est qu'ils peuvent être appliqués à des autres choses différentes, comme on verra après. Donc, je vais vous présenter les becs instrumentés. Voilà. C'est un bec qu'on a tomographié
c'est en scanner 3D pour avoir les prototypes sur l'ordinateur. Et après, on a modifié pour pouvoir installer les sensors, les capteurs, pardon. Donc, quels capteurs? On a installé, par exemple, des capteurs de pression qui vont aller dans la bouche du musicien, ici, des capteurs de pression qui vont rentrer à l'intérieur du bec pour mesurer la pression du bec. On va installer des capteurs de déplacement, là, comme de petits yeux. Et on va utiliser aussi des accéléromètres pour mesurer les chocs des langes contre la table du bec. Par exemple, des photos, vous voyez. C'est imprimé 3D, donc le couleur il est assez particulier du bec. Et, je vous montre maintenant quelques exemples de signaux. Qu'est-ce que ça donne? Là, ça est la pression dans la bouche du musicien. Donc, ça doit vous rappeler la figure que j'ai montrée tout à l'heure. Le musicien commence à souffler, la pression monte, il maintient sa note plus ou moins constante, et il arrête de souffler. Voilà. La pression dans le bec, voilà, cette pression, elle va produire un son. Qu'on voit ici, l'enveloppe, où je peux faire un zoom et voir de près les oscillations. Et en fait, ce son, il a 503 décibels. Donc, le seuil de la douleur, on peut avoir des lésions à l'oreille, c'est 120 décibels. Donc, imaginez le son, le niveau sonore, il est brutal à l'intérieur du bec. On va l'écouter. Bon, on va essayer de l'écouter. Hein? Ah, il est là. Ça arrive. Voilà, donc un son de clarinette. Oui, c'est très bien. Donc, chose curieuse aussi, quand on fait un zoom sur le signal de la pression dans la bouche du musicien, on voit aussi des oscillations. Il y a aussi du son dans la bouche du musicien. On va l'entendre. Donc, on entend l'instrument de musique dans la bouche, mais à un niveau aussi 140 décibels au-delà de celle de la douleur. Très fort. Le déplacement de l'ange, que je mesure aussi, pour une nuance meso-forte, je vois que l'ange se déplace de 0,5 mm. C'est vraiment un mouvement tout petit. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'application de ce type de mesure pour suivre les gestes instrumentaux du musicien quand il joue, qui pourrait être appliqué au terme à l'apprentissage de la musique, à comparer un professeur et un élève. Donc, j'ai fait une expérience comme ça. J'ai pris un musicien débutant et un musicien semi-professionnel et j'ai demandé de faire des notes tenues aux différents types d'attaques différents pour comparer ces stratégies de jeu. Et comment je vais comparer? Tout simplement visuellement. Je vais regarder les signaux tels qu'ils sont. Donc, là, j'ai la pression dans le bec pour un professionnel et un débutant. Qu'est-ce que fait le professionnel? Voilà, on voit que le signal elle est très carré, l'enveloppe est très constant. Débutant. Voilà, on voit même les petites erreurs de l'attaque là. On écoute et on regarde le signal. Voilà, donc ce type de mesure, on pourrait avoir lieu dans la salle de cours par exemple. Le déplacement, on voit que le musicien professionnel a un bon contrôle de l'ange quand le musicien débutant il a un contrôle plus faible, disons. Et on va écouter par exemple en attaque legato. Là, je vais représenter la pression dans la bouche du musicien, le déplacement de l'ange et la pression dans le bec. Donc, qu'est-ce que fait les professionnels? Et les notes sont légèrement séparées. L'enveloppe, on voit la petite séparation là, qui produit les sortes. Les débutants. Ah, j'ai passé à une autre. Ça sautait une diapo, mais bon, je continue à expliquer ça. J'ai demandé une attaque en tas, en très détaché, aux deux musiciens. Donc, par exemple, on voit que la pression dans la bouche, il y a une signature quand le musicien il sépare les notes.
une petite séparation dans les déplacements. Et on entend la pression de l'évêque. Pour les cas de musiciens débutants, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est beaucoup plus lent. Et en fait, cette petite signature à la pression dans la bouche, elle est beaucoup plus lente que dans l'autre cas. Et aussi, on peut voir l'attaque, probablement de la langue sur l'anche, pour séparer les notes, quand on regarde les déplacements. Pour une attaque d'A plus faible, voilà. On voit que la stratégie du musicien professionnel est séparer les notes avec la pression dans la bouche, quand le musicien débutant, sa signature est dans les déplacements. Donc il sépare avec un autre geste différent les notes. Voilà. Donc, en conclusion de cette étude, avec l'évêque nous permet une visualisation du geste instrumental et pourrait être appliqué pour comparer des mesures aux professeurs-élèves ou étudier les liens entre les modèles physiques et ces gestes instrumentaux qu'on peut observer. Donc maintenant, je passe aux mesures pour caractériser les sens, qui c'est le corps de la recherche de ma thèse. Donc, l'évêque va nous permettre de mesurer cette pression à l'intérieur du bec, la pression dans la bouche du musicien et les déplacements. Avec ça, je peux faire des modèles physiques. Donc le modèle plus simple, c'est le premier, c'est dire que quand on fait une force sur l'anse, elle va se déplacer, se déformer proportionnellement. Le dessin, il est un peu moche, mais il a une explication à ça. Donc voilà, la déformation est proportionnelle à la force. Qu'est-ce qui se passe si l'anse est installée sur l'évêque? L'anse va s'enrouler sur l'évêque. Donc la force ne va plus être linéaire, ne va plus être en droite. Elle va varier selon l'anse s'appuie sur l'évêque. Aussi, je peux considérer la lèvre, qu'elle va introduire un amortissement. Elle va faire que l'anse, dans son chemin d'aller et de retour, soit différente. Les chemins d'aller, par exemple, cela, et de retour, ne sont pas par la même voie. Et aussi, je peux introduire l'effet de que l'anse, quand elle se ferme, elle va rebondir comme ça sur les becs, et quand elle s'ouvre, elle va osciller sur la lèvre du musicien. Donc on va voir cette petite forme-là. Voilà, donc là, c'est les modèles que je vais utiliser pour analyser le comportement de l'ange. Maintenant, je fais des mesures avec un musicien et je compare avec mes modèles. Donc, quand un musicien joue pianissimo, j'ai en bleu la représentation qu'on a vue avant, et en vert, ma simulation. On voit que les modèles en radar fonctionnent bien. L'ange tout seul, sans interaction avec l'évêque. Pour une nuance piano, il y a déjà d'interaction avec l'évêque, il y a un enroulement, et aussi il y a un air introduit par l'amortissement. Pour une nuance mezzo-forte, on voit aussi les petites oscillations de rebondissement de l'ange contre l'évêque et des oscillations sur la lèvre. Et pour une nuance forte, on ne comprend rien. Bon, on ne comprend rien. Les modèles ne sont pas suffisamment complexes pour décrire ce qui se passe. Voilà le travail de modélisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais étudier l'ange, je demande au musicien de faire 2 fois la même chose. Il ne fait jamais 2 fois la même chose. Si je demande au musicien de me faire exactement la même mesure que j'ai prise il y a une semaine, il n'est pas capable. C'est pour ça que j'ai besoin d'un musicien qui fait toujours la même chose, qui est un musicien robotique. Mais bon, je ne veux pas arriver à faire un robot, j'aimerais bien, c'est cool, mais je ne peux pas, je ne sais pas. Mais ce que je vais faire s'appelle une bouche artificielle, qui c'est une machine qui va souffler la clarinette, pareil, le plus pareil possible qu'un musicien. Donc voilà.
Pourquoi est-ce qu'on veut... Et aussi, je vais avoir les contrôles du geste instrumental avec des paramètres que je peux mesurer à différence avec un musicien. Je donne quelques exemples de ça. Par exemple, là, on voit une bouche artificielle pour clarinette. Ce tuyau-là, il va faire le rôle de la clarinette. Là, à l'intérieur, il va avoir, oui, un bec avec une ange. Et là, toute cette machine-là va souffler comme si c'était la bouche d'un musicien. Ça existe aussi, par exemple, pour trombone. On a là le dispositif qui va souffler les trombones. Il y a des modèles, par exemple, qui permettent l'installation d'une vraie clarinette. Il y a des modèles, par exemple, qui incluent, ils vont aussi avoir des doigts robotiques et même des versions avec chapeau. En fait, si je ne me trompe pas, cette bouche artificielle fonctionne aussi avec un appareil respiratoire. Donc, il va avoir un équivalent de poumon qui va se remplir assez vite pour jouer. Donc, maintenant, je vous montre mon travail qui cherche à reproduire de façon artificielle le jeu d'un musicien, mais où je puisse changer l'ange facilement pour tester une vingtaine, une centaine d'anges. Donc ça, si c'est enfermé dans ces cavités qu'on appelle bouche, c'est très compliqué, je ne peux pas changer une ange et une autre. Donc ce que j'ai fait, je vais aspirer, disons, par les pavillons de l'instrument. Donc je vais jouer l'instrument à l'envers. Donc voilà, un schéma. J'ai mon instrument de musique, l'évêque avec un tuyau pour faire ma clarinette. Et là, ma source de contrôle d'air qui fonctionne avec un aspirateur. Donc, carrément, je prends un aspirateur à la sortie d'une clarinette pour faire jouer. Et j'ai une vanne pour contrôler si on aspire plus ou moins fort. J'ai aussi une lèvre artificielle qui se fait en silicone pour que je peux contrôler la position en hauteur ou en aperture pour faire le rôle de la lèvre du musicien. J'entends un saxophone par là. Donc, ce que je vais faire, je vais comparer grâce au bec instrumenté les signaux pour un musicien et pour la bouche artificielle pour voir si ça joue pareil ou pas. Donc, je vais faire écouter un musicien qui joue piano. Ma machine qui joue piano. C'est pareil, il a un petit décalage de fréquence. Bon. Mezzo piano. Je suis content. Mezzo forte. Donc, ça fonctionne mieux chaque fois que je joue un peu plus fort. Donc, je voudrais maintenant appliquer ça à la classification des anges, qui c'est des travaux en progrès, c'est work in progress. Donc, je ne peux pas parler encore, mais je pourrai parler bientôt, j'espère. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Alors, on a quelques minutes pour une ou deux questions. On n'est pas tout à fait à l'heure sur l'horaire, mais on peut se permettre de poser une ou deux questions si le public souhaite. Oui, allez-y, attendez, je vous apporte le micro. Merci beaucoup pour votre présentation de travaux. Étant un clarinettiste, piètre clarinettiste et jouant peu, mais ayant eu justement à gérer tous ces problèmes d'anches dont vous parlez, donc le déchet dans les boîtes, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec vos travaux, on puisse mettre au point des anches qui soient un peu différentes, avec des matériaux qui soient un peu différents? Alors je comprends bien que c'est un peu décalé par rapport à votre axe de travail, mais pour autant, c'est un vrai problème, ces anges pourris dans les boîtes, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, moi, ce que je travaille, c'est en trouver vraiment la différence entre les chances et un ressort. Parce que là, les différences sont plus grandes que sur les chances synthétiques. Les chances synthétiques, vu qu'elles il n'y a pas un composant organique là-dedans, vont avoir des propriétés plus constantes
on va voir moins de surprises que dans le sens en Rousseau. Donc mes travaux, ils portent plutôt sur la classification des nonces déjà faites, plutôt que sur le développement de matériaux, etc., qui s'est de plus en plus développé, mais ça prend aussi son rythme. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou deux? Ah, oui. Tu es guitariste. Pourquoi qu'est-ce qui t'a intéressé pour étudier le saxophone? Et est-ce que c'est difficile d'étudier un instrument en acoustique musicale qu'on ne pratique pas soi-même? Des fois, ça peut être un peu compliqué, oui, parce que moi, j'ai joué un peu de saxophone, j'ai joué aussi une fanfare, mais effectivement, je ne suis pas expert. Ce n'est pas mon instrument, l'instrument que je connais le mieux. Donc, effectivement, il me manque des fois cette expertise ou cette intuition comme musicien qui peut avoir un saxophoniste. Donc, effectivement, des fois, c'est pour ça que je travaille en collaboration proche avec des saxophonistes. Pour ne pas me perdre, on va toujours garder les réalismes du rapport avec les musiciens. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture cette séance? Oui. Quand on regarde sur une boîte d'anches 2 ou 3, ou je crois que c'est quelque chose comme ça correspond à la dureté du roseau, ça correspond à quoi? Et est-ce que ça a pu être relié à des caractéristiques botaniques ou je ne sais pas quoi qui pourraient aussi être reliées à votre travail? Oui, en fait, la classification qu'ils font dans les facteurs d'ange, c'est celle-ci. Ils s'appliquent une force sur l'ange et c'est des formes. Si c'est des formes beaucoup, c'est 1, 2. Si c'est des formes peu, c'est 4. Aussi, comme ils se coupent les bois, ça va donner les anges de type classique, jazz, etc. Et effectivement, il y a du monde qui, au lieu de travailler cette problématique au travers de la mesure physique, en acoustique, ils vont travailler ça en biologique. Donc, effectivement, il a un certain nombre de travaux qui portent sur l'analyse de la biologie de roseaux sélectionnés pour faire les anges, des travaux sur les effets de l'humidité, l'exposition au climat, les différentes composantes chimiques qui vont agir sur l'agissement du ange. Mais c'est une voie de recherche différente à la mienne. Voilà. Merci. Et donc, je vous propose de conclure cette séance en applaudissant une nouvelle fois Alberto, lauréat du prix Jeune chercheur Sciences et Musique 2016. Merci beaucoup pour tes travaux, ton exposé. Et bonne continuation pour les dernières expériences que tu as à ton programme dans les mois à venir. Bon, voilà, on te souhaite bonne chance. Merci.